Et nous sommes très heureux d'accueillir le général Gomard. Bonjour général, merci d'être avec nous. Vous avez dirigé les forces spéciales que certains présentent comme l'élite de l'armée française et le renseignement militaire de 2013 à 2017. Vous avez signé chez Taillandier, c'est sorti en poche récemment, Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales avec Jean Guinel. Général, 85e jour de guerre la semaine prochaine, ça fera 3 mois. Combien de temps encore va durer cette guerre? Faut-il un compromis ou une défaite russe? Le débat est en train de monter, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, les dernières actualités, c'est par exemple la Russie qui a annoncé avoir ou ordonné l'expulsion de dizaines de diplomates européens, 41 Français, je crois, non, 34 Français, 24 Italiens, 27 Espagnols. Ils ont 15 jours pour quitter Moscou, donc ça va vite. Ils ont été désignés nommément, ce qui n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que c'est? Des représailles techniques, politiques, la réponse du berger à la bergère? Oui, c'est un peu ça, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que nous-mêmes avions expulsé des diplomates russes au début du conflit et au début de l'invasion russe en Ukraine. Et finalement, c'est une réponse. Et c'est des choses qui se font lorsque deux pays sont un peu en conflit, même si ce n'est pas un conflit ouvert comme ça l'est là entre la Russie et l'Ukraine. C'est un moyen de montrer effectivement un mécontentement majeur entre deux pays. Oui. Et de fait, les Russes expulsent des diplomates européens parce que les Européens ont expulsé, il y a quelques semaines, des diplomates russes. D'accord. Alors nous, on avait expulsé justement 41 diplomates russes, nous les Français, la France, en avril, début avril, je crois, accusés de faits d'espionnage. Des espions, diplomates russes, 41, c'est crédible? 41 espions, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans les ambassades, dans toutes les ambassades, vous avez des gens qui font du renseignement. Au-delà des liens avec le pays hôte, il y a des gens effectivement qui font du renseignement. Et chacun raconte ce qui se passe dans le pays dans lequel ils sont, bien évidemment. C'est un peu le but des ambassades. C'est non seulement d'assurer le contact avec le pays hôte, mais également d'assurer un suivi du pays en question, de voir comment il évolue, qui sont ses dirigeants politiques, comment ça se passe. Et pour le militaire que je suis, il y a toujours un attaché de défense. Et l'attaché de défense s'intéresse à l'armée du pays hôte, évidemment. Oui, plus il y a d'hommes du pays avec lequel on est en conflit sur son territoire, plus évidemment il y a des possibilités de renseignement. Ça se tient. Ça réduit quand même les canaux de discussion avec Moscou à partir du moment où on affaiblit nos ambassades numériquement. Alors les ambassades ne sont pas fermées, donc ça affaiblit, bien sûr, ça affaiblit. Mais il reste toujours, selon moi, des canaux, et on voit bien que le président Emmanuel Macron cherche à maintenir ce canal de communication avec un Vladimir Poutine, en dépit de tas de gens qui lui disent d'arrêter de parler, que ça ne sert à rien. De mon point de vue, dialoguer est toujours utile, même si d'abord ça permet de mesurer exactement où en est l'adversaire, où en est, j'allais dire, Vladimir Poutine. Si on rompt ce lien, comment est-ce qu'on communique par en dessus? Alors après, les services secrets sont là pour faire la diplomatie, j'allais dire, cachée ou parallèle. Oui. Mais ça permet de maintenir un contact évident, et il est nécessaire. Par exemple, les gens qu'on évacue de Mariupol, il est bien évident qu'il y a eu un contact entre les Russes et les Ukrainiens. Ça ne se serait pas fait comme ça. Donc il y a toujours du dialogue, même entre deux pays en guerre. Et heureusement. Et par exemple, il y a du dialogue, à votre avis, entre les Russes et les Américains en ce moment? Je pense qu'il y a un dialogue dont on n'entend pas parler, bien évidemment. Mais il y a, alors, ce n'est pas un dialogue quotidien peut-être, mais il doit y avoir des prises de contact, comme il y en a sans doute entre les Français et les Russes, comme il y en a entre les Turcs et les Russes, etc. etc. Donc quoi qu'il se passe en haut, parce qu'entre Biden et Poutine, c'est sûr qu'il ne se passe pas grand-chose. Entre Emmanuel Macron et Poutine, il se passe des choses. Mais quoi qu'il se passe en haut, en bas, en dessous, il se passe toujours quelque chose. Souterrainement, secrètement, il y a des liens qui se lissent et qui sont entretenus. Oui, bien sûr, ça me paraît une évidence. Je n'en sais rien parce que je ne suis plus aux affaires. Mais oui, il y a toujours un dialogue, et heureusement. Alors, il y a un dialogue plus ou moins fertile. Alors, je entre dis pas la France et la Russie, pour l'instant, Emmanuel Macron, quand il demande, par exemple, que Poutine, encore dans sa dernière discussion avec donc le président russe, manifestement, il a demandé à ce que les soldats ukrainiens soient relâchés, qu'il y ait un traitement particulier. Poutine n'en a rien fait. Alors, Poutine n'en a rien fait. Néanmoins, on voit sur Azovstal, finalement, il y a un certain nombre de soldats. La grande usine de Mariupol, oui. La grande usine de Mariupol, il y a un nombre de soldats qui sont sortis. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est la grande question. Alors, dès lors que c'est public, c'est-à-dire les Russes ne peuvent plus faire n'importe quoi derrière. C'est-à-dire que certains vont être jugés, sans doute, pour les accuser de crimes de guerre ou que sais-je. Ce qui est sans doute vrai ou pas vrai, je n'en sais rien. Je n'étais pas du tout dans Mariupol. C'était des gens qui sont défendus, et qui sont défendus, j'allais dire, courageusement.
inférieurs en nombre, avec finalement des munitions qui ont dû se réduire, de la nourriture qui a dû se réduire. Et donc, effectivement, on ne peut que saluer leur courage et leur détermination face à leur adversaire russe qui les a matraqués, pilonnés avec l'artillerie. Il semblerait d'ailleurs qu'il reste, d'après les informations, en tous les cas celles qui courent, qu'il reste toujours quelques soldats, en tous les cas quelques centaines de soldats, à l'intérieur de cette usine d'Azovstal à Mariupol. Plusieurs centaines? C'est ce qui semble se dire. Il y en a 1000 environ qui ont été évacués ces derniers jours, ces dernières heures. Et il semble qu'il puisse encore y en avoir, puisqu'on n'a pas vu apparaître les chefs de ce régiment Azov dont on a beaucoup parlé. Donc, où sont-ils encore à l'intérieur? Sont-ils morts? Donc c'est difficile de savoir. Et on le saura finalement peut-être dans quelques jours, quelques semaines. Pour l'instant, on ne le sait pas. On va revenir sur Mariupol, mais ces derniers défenseurs qui, en effet, se sont rendus presque 1 millier aux Russes, le mieux pour eux, ce serait qu'ils soient échangés contre des prisonniers russes qui sont aux mains des Ukrainiens. C'est le sort le plus positif qui pourrait les attendre? Alors, pour l'instant, ils sont considérés comme des prisonniers de guerre. Vous savez qu'à la guerre, il y a des lois. Est-ce que les Russes les respecteront? Pour l'instant, on n'a pas vu, effectivement, un certain nombre de respect des lois de la guerre. Est-ce qu'ils seront échangés? C'est le mieux qui puisse leur arriver. Ouais. Que les blessés soient soignés, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait des blessés quand même très sérieux, dont certains avaient même été amputés dans cette usine par des médecins. Oui, le mieux, c'est qu'ils puissent être échangés, qu'ils puissent rentrer dans leur famille. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est que les Russes aient envie de faire ça pour redonner finalement des soldats combattants aux Ukrainiens. Le fait d'avoir des prisonniers, c'est d'empêcher ces soldats de recombattre contre eux. Donc c'est là où est-ce qu'ils préfèrent avoir des prisonniers, est-ce qu'ils préfèrent les échanger contre les soldats russes eux-mêmes prisonniers? C'est difficile de dire. Pour l'instant, on a des informations sur ce qu'ils font de leurs prisonniers ukrainiens ou pas, les Russes? Pour l'instant, je crois qu'ils sont enfermés, ils doivent être interrogés déjà pour savoir exactement comment ça s'est passé, savoir qui ils sont exactement, ces prisonniers. Et puis, pour l'instant, ils sont dans des camps, en tous les cas, semble-t-il, internés. Oui, parce que sur le terrain, dans les villes prises par les Russes, lorsque les militaires russes tombaient sur des soldats ukrainiens, ils leur réservaient un sort fatal. Oui, oui, mais je crois que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que malheureusement, dans toute guerre, les atrocités sont présentes et on ne peut que le regretter. Mais malheureusement, c'est souvent de part et d'autre. Et on voit bien cette difficulté de cette guerre dans laquelle, finalement, les Russes ont dit qu'ils allaient sauver un peuple frère qui n'est pas si frère que ça, qui se bat jusqu'au dernier de ses combattants, en tous les cas, qui montre un courage remarquable et une force d'âme que l'on peut qu'admirer. Mariupol, on pensait pouvoir dire ce matin, factuellement, les Russes ont pris Mariupol. Ça fait des semaines que la bataille dure. Ouais. Vous venez de me dire peut-être qu'il y a encore des soldats ukrainiens de bataillon Azov. C'est ce qui se raconte. En tous les cas, certains disent qu'ils étaient à peu près 2000 à l'intérieur. 1000 sont sortis. Il en resterait 1000, quelques centaines. C'est difficile de savoir ceux qui sont morts, peut-être. Je vous parlais des chefs, parce qu'on n'a pas vu visiblement les chefs de ces régiments Azov sortir. Est-ce qu'on a vu, vous savez, les gens que l'on voyait, qui parlaient, qui envoyaient des posts par WhatsApp ou autre, on n'a pas forcément vu ces combattants-là. Alors, est-ce que les Russes ne veulent pas nous les montrer? C'est possible. Pourquoi ferait-il cela? Je n'en sais rien. Ils ont tout intérêt, Poutine a tout intérêt à dire qu'il a pris Mariupol. Ah, bien sûr. Pour lui, c'est quand même une victoire. Ce sera une victoire. D'ailleurs, vous avez vu, je crois que vous avez des journalistes qui y sont allés, qu'on a vu rentrer effectivement dans les souterrains. Est-ce que, comme c'est très vaste quand même, c'est fait 8 km² ou quelque chose comme ça, donc 2 km sur 4, donc j'imagine qu'il y a des souterrains très, très nombreux, très profonds. Est-ce que tout a été visité? Je n'en suis pas certain à l'heure où nous parlons. Alors, sur le contexte plus général, Mariupol peut-être tombé, en tout cas, plus proche que jamais d'une victoire russe. Il y a Kherson qui a été pris par les Russes. Et on sait maintenant que les forces russes se concentrent sur le Donbass. En particulier, on va voir une carte sur Severodonetsk, qui est dans le Louhansk, ce qu'on appelle donc une partie de cette partie du Donbass, si je puis dire. Je voulais vous soumettre cette analyse de l'Institut américain des études de la guerre, qui évoque donc des avancées limitées dans le Donbass, mais quand même une volonté farouche des Russes de prendre Severodonetsk. Pourquoi? Parce que il faut devancer, je cite, les critiques qui émergent en Russie sur les erreurs commises lors de l'opération en Ukraine. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, qu'il y aurait une perception négative de la guerre, de l'opération par les Russes, et que 2, Poutine doit donner des gages de victoire. Oui.
J'ai cru comprendre également qu'il y avait, pour continuer sur ce sujet, j'ai cru comprendre également qu'il y avait effectivement un certain nettoyage au sein du FSB, donc du service de renseignement russe, et que, j'allais dire, la responsabilité de la guerre en Ukraine était donnée au GRU, qui est le service de renseignement militaire, qui est un peu l'homologue, même si la comparaison est difficile, entre la direction du renseignement militaire française et donc ce GRU, renseignement militaire russe. Attendez, le FSB serait en partie désavoué? Oui. Et ses missions seraient en tous les cas, le suivi de la guerre en Ukraine est plus donné au GRU. Parce que le FSB aurait évidemment failli au départ en donnant des renseignements erronés sur les forces militaires. On voit bien qu'en termes de renseignement, les Russes étaient plus ou moins mal renseignés, puisqu'ils pensaient ou en tous les cas, que le peuple ukrainien se soulèverait contre Zelensky. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a bien vu la bataille de Kiev, où les Russes se sont retirés. Et on voit bien dans le Donbass, effectivement, cette difficulté russe à percer. Et vous parlez de la ville de Severodonetsk, qui est effectivement un des points clés du terrain, d'où d'ailleurs un allègement de la présence des forces russes à Kharkiv, ce qui permet aux Ukrainiens de remonter vers la frontière russe. Et les Russes ont sorti des hommes pour essayer d'avoir le dessus et de prendre, j'allais dire, l'ascendant sur les forces ukrainiennes qui défendent Severodonetsk. Pourquoi c'est important, Severodonetsk, pour Poutine ? Parce que je pense que c'est l'une des villes importantes. Ce qu'il cherche à conquérir, c'est les limites, c'est le Donbass, dans ses limites administratives. Oui. Et autant il a pris effectivement Louhansk, Donetsk, c'est moins vrai, enfin les oblasts, donc les deux régions en fait. On peut revoir la carte là peut-être pour bien voir de quoi il s'agit effectivement. Est-ce qu'on peut revoir la carte du Donbass avec voilà, on voit bien là. Donc ça se passe. Bon, c'est pas très délimité là, mais en tout cas, en fait, c'est une ville qui est au centre. Sur la partie jaune où on voit Louhansk. Et c'est là où effectivement les Russes font effort. Et donc ils ont massé des troupes plus importantes qu'ils n'en avaient au départ. Donc ils ont dû en prendre et en ponctionner ailleurs, dont Mariupol d'ailleurs, dont Kharkiv, me semble-t-il, pour essayer de percer. Vous savez qu'à l'attaque, il faut être 3 contre 1, c'est mieux que 1 contre 1. 1 contre 1, vous ne percez pas face à un adversaire qui se défend. Parce que d'abord, il est enterré, il a préparé ses positions, ses tubes d'artillerie sont derrière, donc prêt à pilonner l'adversaire qui attaque. Donc oui, il faut avoir plus de soldats que le défenseur. Sinon, vous ne percez pas. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une espèce d'équilibre. Et les Ukrainiens qui sont bien renseignés par le renseignement américain, qui disposent d'armes en quantité suffisante données par les Occidentaux, effectivement résistent bien. Je ne suis pas convaincu du tout que les Russes finissent par percer. Même si de part et d'autre, il doit y avoir une certaine lassitude. Cette guerre dure depuis, vous l'avez souligné, depuis presque 3 mois. Ouais. Où est-ce qu'on en est dans le moral des troupes ? D'un côté, on a des Ukrainiens qui se disent que la victoire est possible, et de l'autre, on a des Russes qui disent que la victoire, pour eux, la défaite, est impossible. Alors voilà, on en est là, alors que Poutine, pour l'instant, n'a pas beaucoup, à part Kherson et sans doute Mariupol, n'a pas énormément de gages de victoire à montrer à sa population. Oui, vous avez raison. Donc comment peut-il parler de cette guerre aujourd'hui aux Russes ? D'ailleurs, il ne parle pas de guerre, il parle d'opération. Oui. Il ne parle pas de guerre parce que les mots ont leur importance. La il guerre, peut dire, j'ai libéré Mariupol, j'ai libéré Kherson, c'est pas au même endroit. Il a besoin de prendre d'autres villes. Son narratif, c'est de dire qu'il est venu libérer des populations et qu'en face, il y a des gens qui maintiennent une pression sur les populations russophones du Donbass et qu'il fait la guerre et que la guerre est difficile et qu'il va finir par gagner. Ça doit être ça, son narratif. Et donc, le 9 mai, on l'a bien vu, on a eu un défilé moins prestigieux qu'à l'accoutumée, en tous les cas avec moins de soldats, même s'ils étaient quand même très nombreux. Même si le défilé, vous savez, du souvenir avec les gens qui portent le portrait des défunts de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même rassemblé 1 million de personnes, donc il y a quand même un soutien de la population russe. La population russe, comment est-elle informée ? On voit bien certaines émissions qui sont quand même très patriotiques et qui poussent en disant il faut aller bombarder Paris, il faut bombarder Londres, etc. Oui, mais entre-temps, depuis, on a entendu aussi des présentateurs évoquer la faiblesse russe. Vous avez raison. Donc, c'est pas aussi homogène que ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est une espèce d'équilibre et de quel côté la balance va pencher. Ce que je vous disais à l'instant, c'est que les Ukrainiens pensent que la victoire est possible. Le sera-t-elle réellement ? Est-ce qu'ils sont capables ? Aujourd'hui, je ne les vois pas en capacité de reconquérir la partie du Donbass tenue par les Russes et la Crimée. Alors ça, c'est important que vous nous disiez, parce que de quelle victoire parle-t-on du point de vue ukrainien ? Est-ce que pour les Ukrainiens, armés massivement par les Américains et les Européens, maintenant l'espoir, c'est de non seulement récupérer toutes les parties nord qui avaient été conquises puis désertées par les Russes, mais tout le Donbass, dont le Donbass qui était occupé avant le 24 février, et aussi la Crimée, ce serait ça la victoire totale ?
Oui. Est-ce que ça, c'est le but de Zelensky, des forces ukrainiennes, peut-être des alliés? Ça, je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire. Oui, j'imagine que pour certains Ukrainiens, pour un certain nombre d'Ukrainiens, le but, c'est de reconquérir l'ensemble du territoire ukrainien, en tous les cas dans les limites antérieure à l'offensive en Crimée. Est-ce qu'on y arrivera? Ça, je n'en suis pas convaincu. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce d'équilibre qui est de force, finalement, entre des Ukrainiens qui résistent de belle façon et des Russes qui ont des difficultés. Même s'il ne faut pas sous-estimer les Russes, qui ont encore des réserves. Ils n'ont pas mobilisé. Il leur reste encore pas mal de missiles et d'artillerie. Vous savez que la force principale des Russes, c'est leur artillerie. Donc j'imagine bien qu'ils ont encore des réserves. Et ils doivent d'ailleurs continuer à en fabriquer, même s'il leur manque des composants qu'ils devaient acheter à l'Ouest et que l'Ouest ne leur fournit plus. Ils peuvent les trouver ailleurs. Alors sans doute les trouver ailleurs, en Chine ou ailleurs. Mais les Russes n'ont pas encore perdu. Et les Ukrainiens n'ont pas encore gagné. Alors, je voudrais que vous nous éclairiez, parce que vous faites partie des officiers de haut rang qui sont assez cash avec les Américains. Hein. Vous ne faites pas d'angélisme. Ce sont des alliés, mais des alliés qui ont des intérêts un peu divergents avec nous. Aujourd'hui, quand les Américains disent qu'ils veulent affaiblir durablement la Russie, ça veut dire quoi par rapport à l'Ukraine? Ça veut dire quoi? Eux, ils veulent aller jusqu'où? Alors, c'est que... pour moi, dans l'inconscient collectif américain, l'ennemi, il est russe, plus que chinois. Le chinois, c'est le compétiteur économique. Le russe, c'est l'adversaire, l'ennemi. Et finalement, est-ce que l'idée c'est Anthony Blinken, je crois qu'il disait ça, il faut affaiblir les Russes durablement. Le ministre des Affaires étrangères de Biden. Affaiblir durablement les Russes, de façon à ce qu'ils ne recommencent pas. On voit bien ce qu'il veut dire derrière. Mais jusqu'où... dites-nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire détruire une grande partie de l'armée russe. Et finalement, est-ce que, et d'un côté et d'un autre côté, on a le président Emmanuel Macron qui dit « N'humilions pas la Russie ». Souvenons-nous, nous avons humilié l'Allemagne en 1918, et on voit bien ce qui s'est passé une vingtaine d'années après. Les Allemands sont repartis encore plus forts et nous ont réenvahis, j'allais dire. Donc c'est tout, on est dans une démarche un peu diplomatique. Les uns visent à la paix, visent à un cessez-le-feu déjà. Comment est-ce qu'on obtient un cessez-le-feu? Encore faudrait-il que les Ukrainiens et les Russes acceptent. Les Russes, Poutine, pardon, de ce point de vue-là, n'accepte rien. Alors, publiquement, ça c'est vrai. Sur le cessez-le-feu. Oui, publiquement. Est-ce que par en dessous, il n'y a pas un deal qui est fait? Je n'en sais rien. Il y a la partie, j'allais dire, médiatique publique. Et de fait, je trouve que Poutine communique de façon très soviétique, où on le voit, en fait, la communication est quand même assez incroyable. Et d'un autre côté, on a un Zelensky qui a une communication moderne, basée sur des tweets, basée sur des vidéos de lui-même prises dans Kiev, etc. Donc en fait, il y a une véritable... C'est assez intéressant, je trouve, à regarder comme observateur, de voir cette différence de communication. La façon dont ils vendent leurs choses. D'un côté, on a quelqu'un qui veut aller à la victoire, reconquérir le territoire perdu, et de l'autre côté, on a un Russe qui dit « Moi, je suis venu libérer les populations russophones ». Qui sont malheureusement nazifiés par les... Mais est-ce que c'est préoccupant quand même ce clivage sur lequel vous pointiez le doigt, c'est-à-dire d'un côté les Américains qui veulent aller le plus loin possible dans l'affaiblissement de la Russie et d'autres comme Emmanuel Macron, mais enfin il est assez seul Emmanuel Macron. Oui, il est assez seul, je reconnais. Qui dit, comme d'autres qui défendent la diplomatie avant tout, qui disent ben non, il va falloir trouver un compromis. Et dans un compromis, il faut faire des concessions par définition. Est-ce que c'est préoccupant? Moi, ce qui me préoccupe, c'est que petit à petit, on n'aille pas dans une escalade qui pousse à la guerre. Et finalement, quand on entend un président Zelensky qui nous dit que c'est une guerre contre le monde libre et que c'est le monde libre face à l'ours russe, est-ce que c'est vraiment une guerre contre le monde libre? Oui, l'ennemi de la Russie, c'est l'OTAN, donc c'est l'Occident. Est-ce qu'il fera la guerre à l'OTAN? Je ne le crois pas un instant. C'est-à-dire que dès lors qu'il ira bombarder la Pologne ou la Roumanie, l'OTAN, via l'article 5, réagira. Donc il ne le fera pas? C'est tout. Est-ce qu'il ne le fera pas? Est-ce qu'il acculé, il ne le fera pas? Je n'en sais rien. C'est très difficile de le savoir. Vous avez une mon avis, c'est qu'il ne le fera pas. Parce que derrière, l'OTAN est beaucoup plus fort en termes de matériel, en termes d'équipement, en termes d'hommes, que lui ne l'est. Donc il n'a aucun intérêt à le faire. Son intérêt à lui, j'allais dire, c'est de garder la tête haute, ou en tout cas de ne pas perdre la face, à défaut de garder la tête haute, et de se sortir par le haut d'une guerre qui, en fait, de toute façon, l'amène à perdre. C'est, de mon point de vue, une véritable erreur stratégique qu'il a commise en envahissant l'Ukraine.
Alors, mal renseigné, mal informé, péché d'orgueil, que sais-je. Mais en tous les cas, oui, c'est une véritable erreur stratégique. Et on voit bien que la Russie, économiquement, sur le long terme, perdra, compte tenu des sanctions économiques qui sont les siennes, même si l'Europe également va en souffrir. Et on le voit déjà avec l'augmentation, l'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie. Mais derrière, c'est quoi la victoire russe? C'est quoi ou la non-défaite russe? On n'a toujours pas de réponse. Non. On n'a pas de réponse sur la façon dont Poutine pourrait sortir par le haut sans que les Ukrainiens eux-mêmes se sentent piétinés. Ce seront les Ukrainiens qui choisiront, de toute façon, avec les Américains. Absolument. Souvenons-nous, au départ, Volodymyr Zelensky disait qu'on pouvait parler du Donbass, on pouvait parler de la Crimée, et qu'il n'adhérerait pas à l'OTAN. Il avait dit ça au tout début. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je n'en sais rien. Maintenant, on n'entend plus ça dans la bouche de Zelensky. Vous avez raison. On n'entend plus. Depuis qu'il est armé massivement, il est jusqu'au boutiste par rapport à ça. Alors, je pense qu'il y a deux tendances un peu chez les Ukrainiens. Pour conclure, il y a un peu les deux tendances. Il y a d'un côté des gens qui poussent pour une victoire finale et définitive contre les Russes, et de l'autre, vous avez des gens qui disent arrêtons, la population civile souffre. C'est la population civile qui en pâtit et de fait, on a bien vu les massacres qui ont eu lieu. Donc arrêtons les frais et discutons. Encore faut-il que les deux parties acceptent de discuter. Hier, premier procès d'un militaire russe à Kiev. C'est important, c'est historique. Il y en aura d'autres à ce titre. Je vous recommande, mais il y en a eu d'autres avant. Hein. Le récit dans le Figaro de Cyril Louis sur la façon dont les Russes se comportent quand ils quittent ou quand ils occupent durablement un village, en l'occurrence près de Kharkiv. C'est terrible. C'est un enfer de tuerie et de viol commis dans leur déroute à l'est de Kharkiv par Cyril Louis dans le Figaro. C'est absolument glaçant. Merci beaucoup, Général Gomard, d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'un militaire attend d'un ministre des Armées? On attend le nom peut-être aujourd'hui. Qu'il défende le budget des armées. D'abord ça. Ça nous ramène à 2017 et un conflit entre Emmanuel Macron et Pierre de Villiers. Mais c'est d'abord ça. Oui, je pense donc un budgétaire, dans le fond, plus qu'un militaire. On n'attend pas. Il y a des militaires. On n'attend pas d'un ministre qui soit lui-même militaire. On sent qu'il comprenne les militaires, qu'il voit bien que c'est un corps très particulier, qui ne pense qu'à une seule chose, c'est servir son pays le mieux possible. Mais pour ça, il lui faut des équipements et il faut la capacité à s'entraîner. Merci beaucoup, Général, d'avoir fait le portrait du ministre des Armées idéal. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Dans un instant, le temps de ce jeudi avec Guillaume, bien sûr. Bonne journée.